Hello, est-ce que vous m'entendez? Oui, je, je t'entends, Julie. Super, super. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends bien. Ok, alors attends, je me mute parce que j'ai juste un problème, le son arrive dans mon casque plutôt que dans la télé. Je reviens. Ok. Bonjour. Bonjour. Et là, Simon, est-ce qu'on peut refaire un test? Est-ce que tu peux chanter une chanson, s'il te plaît? Une super chanson. Non, j'en aurais pas, mais je peux discuter longtemps, hein. En direct du mug à Montpellier. J'espère que vous n'êtes pas aussi froid que nous. On n'est pas habitué à ça ici. Est-ce que le son sort bien sur la Le télé présentateur à Nantes? télé. Mais t'as raté ta vocation, Simon. C'est- je- Est-ce que tu t'entends en double ou pas? Non, non, c'est bien. Alors, Est-ce que j'entends tu peux un petit pas les autres personnes qui parlent, si jamais elles parlent, mais c'est pas grave. peu... Non, ils sont assez discrets, mais c'est parce qu'ils sont timides, en fait. Ils t'ont vu présenter comme un peu un pujadas, tu vois. Donc ils se disent, oula, c'est une célébrité, ce mec. Et donc, tu les intimides. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas pas d'autre explication. Du coup, j'ai juste testé de partager mon écran. L'animateur, ok. Ok. Mais du coup, il faut qu'on attende que Paris se connecte pour que Yosra nous autorise à On n'a même pas partager. le bouton, non, pour partager. Ah si. Et J'imagine. on a le Ah oui. bouton, mais en fait, quand tu cliques dessus, c'est indiqué que tu sais, en tant que participant, on peut rien faire. Ouais. Pour une fois, dans le sud, on n'est pas en retard. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Pour une fois, dans le sud, on n'est pas en retard. C'est Paris. Ah, c'est pas faux, ça. Je vois que tu t'es customisé ton fond d'écran et tout, hein, ton fond là. Tu t'es fait un logo et tout. T'as imprimé des stickers ou pas? Non, il existait déjà depuis un moment, c'est juste que on n'avait pas fait le fond de webcam, donc c'est bon maintenant. Ah, ok. J'ai assemblé les deux. Ouais, d'accord. Et là, est-ce que tu entends les gens rigoler derrière moi ou pas? Non, je t'entends vraiment que toi. Ah, c'est pas mal. Bah, mon casque, il est efficace. Que ma très chère Ouais. entreprise chérie m'a m'a fourni. Un casque qui fonctionne plutôt bien. Très bien. Bah, écoute, je vais poser le casque le temps que Paris arrive. Et puis bon, ensuite, on testera de partager le bureau. Super. À tout à l'heure. À toutes.
Salut Yusra. Salut Thomas. Alors, pour info, hein, je t'entends Simon? toujours bien. Ouais, j'allais dire Simon, tu m'entends toujours ou pas? Ah, ils choisissent de pas me répondre volontairement. On est d'accord, hein. Ah, quelle belle communauté. Ah, Ah, c'est bon, on a la vue de Paris avec la caméra. C'est qui fait un dodo là? C'est pas bien, non? ouais, ça rigole pas la salle à Paris là. T'as vu ça Simon là? Ouais. Serious business à Paris là. Bon, ça commence gentiment à arriver. J'espère qu'on pourra bientôt avoir les droits admin. Y a pas Nice, il manque pas Nice avec Hugo. C'est Si, il Margot. manque Nice, il manque Toulouse. Euh, c'est tout, je crois. Salut Yosra, est-ce que tu m'entends? Quelqu'un m'entend là? Simon? Ouais, Oui, là on t'entend Yosra. Ah, on t'entend bien Parfait. d'ailleurs. merci. Margot, tu m'entends? Oui, très bien. Julie, normalement, tout est bon. Vous Ouais, on confirmez? t'entend. Test OK? C'est bon pour tout le Ouais, t'as monde? un micro là? Oui, j'ai un micro. Tu me vois pas? Attends, elle est où la C'est qui est caméra? allongé? C'est Fabien qui est allongé Elle est... sur les chaises? Ouais, je sais pas si vous voyez, mais je suis là. C'est parfait. Ah, ah. Oh le pacha. Est-ce que vous pouvez nous mettre haute pour qu'on puisse vérifier qu'on puisse bien partager notre écran? C'est Toulouse qui commence, donc ça va être. C'est Thierry. Ouais.
Avec du lourd. Dynamic form qui évolue. Dynamic related list. Dans Il nous il manque manque encore. Je te laisse passer sur la suivante, Yosra. Donc au sommaire, hein, plusieurs features qu'on a piochées et qu'on va vous présenter. Quelques-unes seront sous forme de slides, d'autres sous forme de démos. On a essayé de privilégier un petit peu les démos cette fois-ci, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On passe à la suite et on attaque avec la customisation. Et c'est donc moi qui vais commencer à vous présenter quelques éléments de customisation. La première fonctionnalité, c'est Dynamic Form. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quelque chose qui existe déjà sur les objets custom. Ça vous permet, à partir de l'App Builder, pouvoir positionner des champs et mettre en place un affichage conditionnel de la même manière que vous pouvez le faire sur tout type de composants. Vous avez la possibilité d'ajouter des vues de liste et de mettre un affichage en disant, par exemple, si je suis sur un profil commercial, tu m'affiches la vue de liste. Si je suis sur un profil financier, tu me masques la vue de liste. Voilà un exemple. Eh bien, cette fonctionnalité, Dynamics Form, est bien maintenant disponible sur deux nouveaux objets standards qui sont les leads et les keys. Donc, quand vous êtes sur la partie gauche de l'App Builder, vous avez le petit menu avec tous les composants et vous avez un nouveau petit menu qui apparaît qui permettra de pouvoir sélectionner les sections et les champs. Et on fonctionne donc sur un mode glisser-déposer de la même manière qu'on le fait avec les composants, mais cette fois-ci sur les champs. Et sur chacun des champs, on a la possibilité de définir les propriétés du champ. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il y a un affichage conditionnel sur ce champ? Et on peut mettre un affichage conditionnel sur des champs en fonction d'autres champs, ce qui permet de pouvoir, par exemple, si j'ai une pick list qui a une valeur précise, eh bien, on affiche notre second champ et si la valeur elle est différente, le champ est masqué. Donc voilà, fonctionnalité qui existe déjà sur le standard et qui est maintenant disponible sur les leads et les cases. Tu passes sur la slide suivante. On a les Dynamic Related List. Eh bien, avec ça, on est sur un mécanisme un peu similaire et vous avez la possibilité de pouvoir afficher jusqu'à 2000 enregistrements en cliquant sur le petit bouton View All qui va apparaître en bas de la vue de liste. Je te propose de passer sur la suivante. Et on est cette fois-ci sur les Dynamics Actions. Alors, les actions, ce sont tous les boutons que vous pouvez retrouver dans le header. Eh bien, tous ces boutons-là, on va avoir la possibilité de la même manière de pouvoir mettre en place un affichage conditionnel avec tout type de filtres sur les enregistrements, sur l'utilisateur, sur le profil, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe sur Dynamics Form, les page layouts ne sont plus accessibles et quand on passe sur Dynamic Action, eh bien, les boutons qui étaient présents sur les page layouts, il va nous demander quel page layout on veut récupérer pour initialiser cet affichage de boutons, eh bien, ça ne sera plus pris en compte non plus. Donc, soyez vigilants quand vous activez l'un ou l'autre, de bien faire les tests sur votre environnement de sandbox et de s'assurer que ça marche bien et que vous n'avez pas de régression. Un exemple que j'ai pu avoir pour un de mes clients, on avait deux page layouts sur notre objet et un pour les utilisateurs commerciaux sur le secteur B2B et d'autres B2C. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes boutons et il y a eu une erreur de recette et il y a eu un impact sur la partie visibilité des boutons pour les utilisateurs commerciaux. Donc, soyez vigilants avec ça. On passe sur la suivante. Et celle-ci, c'est la dernière qui concerne Dynamics Form. Eh bien, vous avez la possibilité de mettre un affichage conditionnel également, mais sur les périphériques. Et là, vous allez pouvoir sélectionner le périphérique mobile et de dire, eh bien, si je suis sur un champ
Si je suis sur un périphérique mobile, eh bien, le champ tue le masque de façon à alléger cette layout qu'on peut avoir sur mobile. Comme les mobiles sont plus petits au niveau d'écran, on va à l'essentiel et on masque un certain nombre de champs. Alors attention pour cette dernière fonctionnalité, hein. Aujourd'hui, elle est en mode pilote. Donc, il y a encore des ajustements qui risquent d'apparaître dessus avant d'être complètement disponible. Tu peux passer sur la suite. Et c'est fini pour moi. Je vais passer la main au groupe de Nantes. Julie, je te laisse partager ton écran. Oh, Yes, est-ce que vous m'entendez bien? oui, on t'entend bien. Très bien. Eh bien, je partage mon écran. OK. Vous me dites quand vous voyez. C'est bon. C'est tout bon. Il est vrai que j'aurais pu préparer ma slide avant, je vous l'accorde. C'est pas grave. Hop, donc nous avec Johan, on va vous parler des flows, donc des nouveautés de la Spring pour les flows. Donc on fait une petite slide rapide avant de passer aux démos. Donc là, pour les flows, ce qu'on a en nouveauté, donc on a des nouveautés sur au niveau du builder. Donc toutes les descriptions que vous allez pouvoir mettre sur vos écrans, sur vos différents composants vont apparaître directement dans le builder. Donc du coup, d'exclus en fait pour pas mettre de description, puisqu'en fait on le voit directement si elle manque. On a des nouveaux composants qui vont permettre de faire directement des HTTP callout depuis les flows directement. Donc Yoann nous a préparé une démo, il va vous montrer ça juste après. Sinon, au niveau des screenflows, donc il y a le composant les data tables. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous permettait en fait d'afficher une liste de records et de pouvoir en sélectionner un, plusieurs ou juste en visibilité. Donc il était en bêta et là il passe GA là, sur la Spring. Donc du coup, moi je sais que souvent dans les screenflows, je switchais plutôt vers des LWC pour afficher des listes en fait. Donc là, du coup, ça va dans le bon sens pour en tout cas essayer de refaire du standard plutôt que un dev à côté. On a des nouvelles options pour les lookups et surtout, on a un nouveau truc en bêta, c'est les interactions entre les composants. Donc en fait, maintenant, quand il y a des composants qui vont, vous allez sélectionner une valeur par exemple dans un tableau, en fait, vous allez pouvoir interagir avec soit des composants autres composants standards ou soit interagir avec d'autres LWC. Donc je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, sur les records trigger flow, donc avant, on avait un outil de migration entre les workflows vers les flows. Et là, du coup, maintenant, avec la Spring, on a l'outil pour les process builders vers les flows. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il y a quelques limitations. Mais voilà, il vous dit clairement en fait quelles sont les différentes actions. En fait, en fonction des actions que vous avez dans votre process builder, si ce n'est pas des actions que le flow sait faire, en fait, vous ne pourrez pas le migrer automatiquement. Mais il vous l'indique clairement toutes les différentes décisions de votre process builder qui peuvent pas être migrées. Et ensuite, dernier point important, c'est que ça avait été annoncé il y a quelques temps, on pouvait faire des screenflows directement dans Slack. Et du coup, là, ça passe GA avec la version avec la Spring 23. Donc là, si on passe sur la démo, alors comment je peux dégager ce truc, hein, copain? Ben, en fait, je ne sais pas si je peux le masquer. Bon, peu importe. Hop, Slack. Donc là, je vous ai préparé une petite démo donc, sur les flows. Donc en premier, donc, je vous ai fait en fait un screen flow pour vous montrer en fait la nouveauté sur les lookups. Donc en premier, je vous ai mis en fait un lookup comme c'était avant, enfin comme on a à date. Donc ici, compte du contact, en fait, vous pouvez rechercher des comptes. Donc là, moi, j'ai mis simplement le champ de relation entre le compte sur le contact. Donc là, vous pouviez en fait voir des comptes récents, puis vous pouviez taper une recherche pour, par exemple, rechercher directement un compte. Maintenant, avec la Spring, en fait, ils ont rajouté une option qui est quand vous recherchez dans la lookup, en fait, vous allez directement pouvoir créer, comme le comportement en fait d'une lookup standard, directement en fait pouvoir ouvrir l'action de création directement en fait depuis votre lookup. Et c'est beaucoup plus facile à paramétrer. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait les lookups dans les screenflows, c'est un peu, enfin, on se pose toujours un peu une fois la question de comment ça fonctionne. Et du coup, ici, je vais vous montrer ça après. C'est vraiment beaucoup plus simple en fait à paramétrer.
Le après arrive maintenant. Tac. Hop, donc je navigue sur mes flots. Et donc mon flow que j'ai paramétré, il est là. Tac. Donc, comment j'ai fait ça? Donc ici, sur mon premier écran, donc déjà tout à l'heure, je vous indiquais qu'on peut voir les descriptions directement depuis le builder. Et du coup, ça s'apparaît comme ça. En fait, vous voyez, vous avez un petit picto là qui arrive. Et quand vous mettez votre souris dessus au survol, vous avez la description que vous avez indiquée. Ensuite, donc ma lookup, comment elle s'est faite? Donc avant, mon champ lookup, en fait, vous drag and dropiez un composant qui s'appelait lookup et vous paramétrez à gauche, voilà, sur quel objet c'est quel champ de relation, etc. Maintenant, avec le nouveau composant qui arrive, en fait, ce que vous allez faire, c'est que ici, dans votre partie de droite, vous allez en fait créer en fait une variable de type de votre objet. Donc moi là, c'est un contact. Donc j'ai créé une variable de type contact. Et ensuite, dessous, dans les champs, le builder en fait va vous afficher directement en fait tous les champs possibles en fait de cet objet-là. Et là où il y a des lookups, par exemple ici on voit le account ID, vous allez pouvoir simplement en fait le drag and dropper directement sur votre page. Et en fait vous n'avez rien à configurer, en fait ça se fait directement. Et du coup la valeur que vous aurez sélectionnée se mettra automatiquement en fait dans la variable que vous avez définie au-dessus. Donc du coup c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant. Donc voilà pour la lookup. Ensuite, si j'avance, hop, je crois qu'il faut que dans mon test, il faut que je sélectionne une, je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà. Non. Hop. Donc deuxième chose, il y a un nouveau composant qui sort en bêta qui s'appelle le Choice Lookup Component. Donc en fait, aujourd'hui, vous pouviez faire des pick lists, donc vous pouviez aller récupérer différentes informations, mais vous ne pouviez pas faire forcément de pick list par rapport à des records. Et du coup, par exemple, si vous avez des listes préfiltrées de records à faire, donc par exemple, ici, moi, j'ai pris un exemple tout bête, j'ai pris des comptes. Vous cliquez ici, en fait, j'ai pu du coup faire derrière une requête qui va sélectionner tous les comptes en fait, de ma base et les afficher sous forme de pick list. Et du coup, ce composant-là, il est en autocomplete. Donc, vous pouvez très bien démarrer, par exemple, là, à taper quelques éléments. Et du coup, vous allez avoir directement l'élément enfin, de sélectionner. Et comment ça se présente? Si je vais sur mon deuxième écran, tac. Donc vous avez du coup un nouveau composant là qui s'appelle Choice Lookup, donc qui est en bêta. Et en fait, ici, vous simplement, en fait, comme vous pouvez faire dans des pick lists en fait, que vous configurez en parallèle, vous indiquez en fait une collection de records. Donc moi, du coup, j'ai fait une collection hop, de comptes qui est ici. Donc un record choice set, comme vous pouvez faire dans d'autres composants, qui vous permet en fait d'effectuer directement des requêtes et de récupérer les ID des variables que vous avez sélectionnées. Donc ça, c'est pour ce nouveau composant qui est plutôt pas mal. Et ensuite, tac. Donc, ce que je vous indiquais tout à l'heure, on a les data tables. Donc voilà à quoi ça ressemble, qui sont passés GA. Donc là, les data tables, en fait, ça vous permet de passer une collection de records. Et ensuite, dans le data table directement, vous indiquez quelles sont les colonnes que vous voulez afficher. Est-ce que vous voulez sélectionner juste une ligne? Est-ce que vous voulez sélectionner plusieurs lignes? Ou est-ce que vous voulez juste afficher en display simplement? Donc, comment ça se passe? Tac. Donc, en fait, ici, dans mon flow, je vais tout simplement effectuer un get en fait, de contact par rapport au compte que j'avais sélectionné dans mon écran juste avant. Et ici, j'ai simplement, donc vous avez un composant qui s'appelle le data table, voilà, ici, que j'ai drag and droppé ici. Et comment ça se présente? Ben, vous paramétrez d'abord une source. Donc là, moi, j'ai mis ma liste de contacts que j'ai récupérée. Ensuite, vous pouvez paramétrer donc, comment vous voulez afficher. Donc, est-ce que c'est du consultation, en radio button ou en checkbox? Est-ce que le user doit forcément effectuer une sélection? Et ensuite, dessous, vous avez tout un éditeur en fait, qui vous permet de rajouter les différentes colonnes en fait, de votre enregistrement. Donc, c'est plutôt simple et ça permet vraiment de faire des trucs plutôt sympas sans passer par du dev. Et ensuite, mon dernier élément, il faut que j'en sélectionne une. Tac.
Et donc, le dernier élément, c'est les interactions entre composants. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ça, c'est en bêta. Ça permet en fait qu'au sein d'un même écran, différents composants en fait, peuvent interagir entre eux. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, quand on doit, par exemple, on demande au user de saisir des éléments et ensuite on fait suivant pour aller à l'écran d'après pour faire d'autres paramètres. Et bien en fait, demain, on va pouvoir le faire directement dans le même écran. Donc, comment ça marche? Là, je vous ai fait un exemple tout simple. J'ai récupéré en fait une liste de contacts et en fonction du contact que je sélectionne, vous voyez, j'ai dessous ma date de naissance et mon email qui ont été remplis. Donc, ça, c'est pour Rose. Si je sélectionne Sean, du coup, automatiquement, en fait, il va récupérer les informations. Et ça se fait plutôt de manière assez simple. En fait, il y a un event derrière qui est généré et du coup qui se broadcast en fait aux différents composants. Donc là, moi, je l'ai fait avec juste des composants standards de flow. Donc là, je vous ai mis en haut, donc en fait, à date, les composants standards qui peuvent interagir, ce sont texte, date, datetime, checkbox, le nombre, password, currency, les data tables, email, name, adresse, les sliders, les toggles et du coup les custom LWC. Donc si vous faites un LWC, il faut simplement cacher en fait un event flow screen qui est nouveau et qui va vous permettre du coup de récupérer des variables en entrée. Et plus tard, donc là, Salesforce est en train de travailler dessus. Tout ce qui est les choices, les formulas, les display text, les record fields permettront aussi d'interagir. Donc en fait, une fois que concrètement on aura les choices en fait qui sont dynamiques, ça nous permettra de faire plein de choses. Par exemple, un écran de recherche, on pourrait taper du coup dans un champ texte un élément qui serait repris du coup directement dans le data table avec le choice et qui serait mis à jour dynamiquement. Donc ça, c'est plutôt une hyper grande avancée qu'il peut y avoir. Donc voilà pour moi. Et je te laisse la main, Ivan. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous présenter la nouveauté sur les call-out qu'on va pouvoir faire depuis les flux. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre d'appeler directement depuis un flux une action qu'on aura créée auparavant. Donc, ça va créer un service externe et toutes les classes qui sont associées qu'on va pouvoir réutiliser dans un flux. Donc, pour la petite démo, en fait, j'ai choisi l'API de recherche de code postal parce qu'elle est assez simple. Voilà, et puis je vais essayer de me déplacer dans mon flux. C'est vrai que c'est pas pratique. Hop. Allez, ici. Donc, j'ai déjà préparé un flux pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon service externe. En préambule, en fait, ce que je ne vais pas montrer, en fait, pour créer ce service externe, il faut avoir un identifiant nommé ou un name credential qui soit déjà paramétré. Donc, il faut le faire auparavant, et puis après, on va pouvoir l'utiliser dans la création du service externe. Donc, comment ça se présente? Je vais juste sélectionner une nouvelle action. Tac, tac. Donc, déjà, on voit le petit bouton sur la gauche, en fait, qui va permettre de créer un appel externe. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, la première étape, ça va être de créer donc, le service externe. Donc, c'est ce que vous faisiez déjà, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, depuis le panneau de configuration, vous pouvez créer un service externe. Là, c'est directement intégré dans le flux, en fait. On va pouvoir le créer ici. Hop. Je vais écrire postal service. Ici, donc, il va me proposer un identifiant nommé que j'ai déjà indiqué. Tac. Donc là, la première étape, j'ai créé une partie du service externe. Donc là, on va créer maintenant en fait l'action invocable, c'est-à-dire l'action qu'on va appeler et qui va être réutilisable. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire vous la créez une première fois pour un flux et vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres flux en fait après. Donc vous le créez une première fois ici. Alors, on va l'appeler get postal code. Donc la méthode ici, alors donc là, ce qu'on voit tout en haut, donc c'est une fonctionnalité bêta, donc elle est toujours en test. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule méthode. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, donc il y a plusieurs méthodes. Donc il y a guest, post et put, c'est plutôt pour créer ou modifier des données. Donc pour l'instant, on est plutôt sur la méthode get qui permet plus de récupérer des informations. Donc je vais sélectionner celle-ci, je pense qu'ils développeront les autres. Tout à l'heure, dans mon name credential, en fait, j'avais déjà paramétré l'URL d'accès au service, mais je vais pouvoir la compléter pour aller jusqu'au bout de mon appel. Et ici, en fait, je vais rajouter, c'est indiqué ici, on va pouvoir ajouter des paramètres dans cette requête. Donc là, je vais ajouter mon paramètre code postal que je vais récupérer après, que je vais pouvoir fournir dans mon flux.
Je le sélectionne et automatiquement, en fait, il me détecte donc le paramètre et je vais lui indiquer un type de données. Donc là, pour l'exemple, ça va être une chaîne de caractères. Donc, bien entendu, on peut rajouter d'autres paramètres. Donc, on va pouvoir les ajouter ici. Là, pour la démonstration, je ne vais pas l'utiliser. Et puis, le dernier point, donc, c'est ça qui est intéressant par rapport au External Services. Là, on va avoir besoin uniquement de la réponse de l'appel pour pouvoir générer le service externe dans Salesforce. Donc là, je vais aller chercher, si j'arrive, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est assez simple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit test avec l'API de code postal et j'ai récupéré une réponse. Donc, je vais la sélectionner. L'API. Hop, non, on passe par là. Il faudra qu'on s'entraîne la prochaine fois à manipuler. Hop. Ici, je vais pouvoir insérer cette réponse. Je vais aller tout en bas, en fait, derrière pour que Salesforce puisse, on va dire, analyser cette réponse et il la trouve bien, en fait, et il va créer derrière toute une structure de données qu'on va pouvoir utiliser par ailleurs. Donc là, je clique sur terminer. Salesforce m'indique que ma réponse est correcte, donc il a bien réussi à l'enregistrer. Donc là, je reviens sur terminer. Donc là, sur ces deux étapes-là, donc en fait, ce que ça fait en arrière-plan, ça crée un service externe et toutes les classes qui sont associées à ce service. Donc là, je reviens en fait, sur la création d'action que vous avez l'habitude de voir d'habitude. Donc là, je vais l'appeler cette action. Donc ça, c'est l'action du flow. Postal pod. API, hop. Ici, je vais avoir donc, ce que j'ai déclaré, mon code postal. Donc là, en fait, j'avais déclaré dans un écran déjà ce paramètre-là. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Et puis, là, c'est plus pour les besoins de la démo. Je vais aller donc, mettre des variables manuelles. Et ici, en fait, Salesforce a trouvé, quand j'ai créé mon service externe, là, il a créé une réponse. Il a analysé, en fait, et puis il a créé la variable de réponse de sortie. Et je vais aller en créer une nouvelle. Donc, quand on interroge des codes postaux, en fait, je vais avoir une collection de villes qui va m'être retournée. Ici, je vais faire une autorisation multiple. Et du coup, quand on fait un service externe, on va aller chercher plutôt un type de données qui est défini par Apex. Donc, c'est le dernier. On va aller dedans. Et là, on va avoir donc la liste de toutes les classes qui ont été générées et qui sont accessibles depuis l'externe. Donc là, c'est mon dernier, si je veux bien me le mettre. Voilà. Et je clique sur terminer. Terminé. Ici, donc, comme je l'avais préparé tout à l'heure, je vais supprimer ma variable de collection et je vais mettre celle que j'ai créée à l'instant pour terminer ma démo. Et pour que je puisse enregistrer, il faut que j'enlève l'ancienne. C'était celle-ci, je crois. Hop, supprimer. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, donc, c'est avec cette action, je vais aller requêter et je vais pouvoir déboguer maintenant directement ce composant. Hop. Donc, mon premier écran va me demander le code postal. Donc, au hasard, je vais faire 08460. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du 08460. Et là, en fait, donc, la classe va directement interroger donc le service API. Et puis, là, bon, j'ai formaté un petit peu la réponse. Et du coup, on a la liste de toutes les communes qui sont sur le 08460. Moi, je veux bien que tu fasses un test sur le 31600. 31600. Voilà. Oui. Attention, parce que c'était des slides en fait que je passais. Donc, ça va pas marcher. Non. Tu veux faire 31600? Oui, 31600. Allez. Ah, c'est magique, j'adore. Ça marche plutôt bien. Donc, ne pas oublier, c'est en bêta. Moi, j'ai essayé avec des réponses, parce que là, elle est assez simple, elle est à plat, des réponses avec des imbrications un peu alambiquées et ça marchait pas trop bien. Donc, je ne sais pas si je m'en servais pas bien ou s'il y avait des limites pour l'instant sur le niveau, la profondeur des réponses. Donc, soyez vigilants, testez bien avant si vous l'utilisez.
Tu veux réessayer un code postal? Parce que moi, j'ai pas le son, c'est ça? Ah, après, ça. Oui, oui, tu as un risque, mais après, je n'ai pas paramétré. Normalement, tu peux paramétrer, dans les composants pour quand tu reviens en arrière, de reprendre les paramètres qui ont été modifiés dans le flux. Mais là, effectivement, si je mets 32 000, je ne sais pas si j'ai bien paramétré. Mais voici, ouais. Gauche. Ça va. Je vous fais voyager en fait. Ça, c'est bon. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, entre-temps, il y a eu des petites questions entre-temps autour des flots. Donc, dans la discussion, le nouveau lookup est disponible sur tous les objets standards uniquement ou sur les customs aussi? Où il y a des limitations? Alors, je vais redonner le casque. C'est une bonne question. Moi, j'ai essayé sur des relations, effectivement, sur des objets standards. Cela dit, dans la release note, j'ai pas vu de contre-indication. Je vérifierai, puis je vous fournirai la réponse. Et si on ne souhaite pas l'activer pour certains objets, il suffit de pas les utiliser en fait. Est-ce qu'on peut mettre un filtre c'est quand tu crées ton composant de lookup, tu définis l'objet et ça fonctionne que sur cet objet. En fait, c'est ça, c'est que quand tu définis donc ce composant-là, en fait, ce nouveau composant, il fonctionne en fait via les dynamic forms qui sont intégrés du coup à votre ScreenFlow. Donc vous définissez une variable. Cette variable, elle doit être de type record en sélectionnant du coup l'objet que vous souhaitez. Et ensuite, au sein de cet objet, vous allez pouvoir drag and dropper en fait les différents champs de cet objet. Et si cet objet a des relations en fait vers d'autres objets, donc master detail, lookup ou autre, vous allez pouvoir du coup drag and dropper en fait tout simplement ce champ. Merci Julie. Et il y a une autre question, c'est possible de voir le reactive screen du côté setup? Oui. Par contre, je risque de me faire gronder par mes copains parce que je pense qu'on a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait dit. Alors ça sera pour une prochaine fois. Mais en fait, si je peux faire très court, comment ça fonctionne, en fait, c'est plutôt bien fait. En fait, chacun des éléments, par exemple, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Data Table, mais dès que vous sélectionnez, en fait, vous avez une variable en fait, dans votre Data Table qui prend, en fait, donc qui est donc là, moi, je n'en ai pris qu'un seul. Donc, en fait, vous avez une variable qui indique l'élément que vous avez sélectionné. Et en fait, suffit cet élément que j'ai sélectionné ici, en fait, pour moi, c'est un contact, puisque ici, c'est une liste de contacts. Et en fait, tout simplement, dans mes trois champs, là, j'ai mis comme valeur par défaut la variable en fait, qui a été sélectionnée ici, point, du coup, birth date, etc. Et du coup, en fait, ça joue en fait, sur les noms impayés en fait, des variables. Donc, dès que vous avez en fait, un composant dans lequel vous allez saisir quelque chose ou sélectionner, vous avez une variable forcément de sortie en fait, qui est produite. Et en fait, c'est via cette variable de sortie, vous allez pouvoir la référencer en fait, dans vos autres composants, comme vous auriez pu le faire en fait si vous voulez avant, sauf qu'avant vous le faisiez en fait dans l'écran d'après, et ben là en fait vous le faites directement dans le même écran. Et du coup, il n'y a rien de particulier à faire. Si vous voulez le tester sur vos environnements, sachez que ça s'active en fait dans les Process Automation Settings. Vous avez tout en bas une nouvelle case à cocher qui s'appelle Interactive Flow Screen, je crois, qui est activée, qui vous demande de signer de votre sang que vous êtes d'accord pour effectuer ces informations. Et ensuite, vous n'avez rien d'autre à faire à part effectivement lier les composants juste simplement avec les noms API des variables que vous avez besoin. Super. Eh ben, merci beaucoup Julie, merci à vous. Et on va passer la main maintenant à nos amis de Montpellier. Si je ne dis pas d'erreur. Et je vous ai rendu le partage. Simon, on ne t'entend pas, Simon? Oui. Ça marche. Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, je peux reprendre le partage pour 2 slides ou à moins que Doria, tu fais la suite, tu veux directement prendre à Paris le partage? C'est bon, Simon, je repartage l'écran. Voilà, il y aura 2 petites slides. En tout cas, super démo pour les flows. Et finalement, ouais, c'est assez simple. Si on utilise les variables, il n'y a rien de nouveau à apprendre pour utiliser tout ce qui est dynamique. Et je vous ai préparé 2 slides sur la plateforme. Alors, une première sur le Quick Clone avec les sandbox. Donc ça, j'ai entendu parler avec l'Admin Podcast, donc, qui est disponible notamment sur Spotify.
où on écoute parler sur du Salesforce. Et ce jour-là, ils avaient l'invité Rohit Mehta, qui est le product manager des Sandbox et des Scratch.org, et qui a présenté du coup pas mal d'informations, plus que ce qu'on peut trouver ailleurs, sur les évolutions des performances quand on est sur Hyperforce. Alors Hyperforce, c'est quand on n'est pas sur les serveurs Salesforce, alors j'espère que je dis pas de bêtises, hein, les devs pourront corriger plus tard, mais quand on est sur des serveurs type AWS, et Salesforce arrive à avoir des meilleures performances. Donc actuellement, ils ont une amélioration pour la création des sandbox, que ce soit la création ou le clone de sandbox, hein, de l'ordre de 2 fois plus rapide à 15 fois plus rapide. Hein. On a l'habitude d'attendre ces sandbox. Et l'objectif, c'est d'avoir une performance de x10 en termes de rapidité. Donc on va plus attendre un jour et demi pour qu'une foule arrive enfin à être disponible. Ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc en Winter 23, on avait le Quick Clone pour les Sandbox Dev et Dev Pro. En Spring, on a le Quick Clone pour les Partial et les Full Sandbox. Et il avait annoncé, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant d'écouter les podcasts, il avait annoncé qu'il y aurait un pilote en Spring 23 pour les Quick Create, mais j'ai rien trouvé. Voilà, donc assez intéressant sur les Sandbox. Et n'hésitez pas à aller voir le podcast, hein, notamment une des co-hosts est une personne qu'on a retrouvée lors du French Touch Dreaming, hein, Gian Bruce, qui a été la speaker du keynote, donc du beau monde, sur ce podcast. Et on peut passer à la deuxième et dernière slide de mon côté. Sur Trellet Go, donc l'application pour faire du Trellet sur son téléphone, hein, pour continuer à apprendre tout le temps. Il y a 2 grosses nouveautés qui sont disponibles depuis le 23 janvier, qui sont le mode offline. Alors, il y a le petit GIF à droite hein, qui indique les étapes, où on va pouvoir... donc ça vous dit que maintenant, il y a le mode offline qui est disponible, et ça propose sur les modules qui sont déjà filtrés, hein, qui sont des modules avec des quiz et pas des modules avec des hands-on challenge, donc pas où il y a des exercices à faire sur les orgues, de les ajouter. Donc c'est vraiment très simple, hein, on clique en haut, on les ajoute et après on les retrouve dans une liste. Alors bon, le GIF va assez vite, voilà, add content, je clique sur un module, ensuite je clique sur le petit rond avec le symbole de télécharger avec la flèche vers le bas, et en allant dans ma liste des modules, je retrouve ce module que j'ai téléchargé. Et ils ont ajouté 2 nouvelles langues, donc l'italien qui est désormais disponible, et l'espagnol d'Espagne. Hein. Il y avait l'espagnol du Mexique, mais maintenant il y a aussi l'espagnol d'Espagne. Et je voulais faire remonter notamment qu'il y a une super note sur cette application qui marche vraiment bien. C'est rare de voir des applications avec d'aussi bonnes notes. Et c'est un conseil que m'a donné Marina Autin, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui est du côté de Nantes, pour passer pas mal de certifs. Trellet Go, c'est très pratique, hein, vraiment pour apprendre en déplacement rapidement des nouveautés et pour se maintenir à jour. Et j'en profite, une dernière chose, et je finirai là-dessus. Pensez bien à faire vos maintenances de certifs. Hein, il y a quelques-unes qui sont sorties là, donc laissez pas passer, ça serait dommage de perdre vos certifs à cause d'un oubli. Et à vous, Paris. Super, merci beaucoup Simon. Ok. Ça va être rapide. Donc, dans la recherche, vous savez qu'on avait déjà la possibilité d'établir un layout général pour le search ou de le splitter en fonction du profil. Maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui rentre, c'est la possibilité de, par profil, définir les champs sur lesquels on peut rechercher. Et il y a aussi d'autres types de champs qui ont été ajoutés. Donc, je ne vais pas faire une démo, mais je vais juste vous expliquer les étapes. Premièrement, vous établissez une configuration et vous choisissez sur quel profil va porter la configuration. Ensuite, vous allez choisir les champs. Alors évidemment, les champs standards qui sont de base inclus dans la recherche, ça ne change pas. Ils sont toujours inclus dans la recherche, mais vous avez la possibilité aussi de rajouter certains champs. Par exemple, ici, j'ai fait une configuration spécifique pour ajouter une valeur de pick list qui sera reprise pour un profil sales. Et donc, quand je vais aller rechercher, donc au niveau de mes opportunités, on voit que dans le loss reason, j'ai plusieurs valeurs. D'un côté, ici, si je suis un profil hors sales, ben, je n'ai pas du tout de résultats qui remontent. Tandis que de l'autre côté, on voit bien que j'en ai. Donc, ça pourrait être utile pour certains use cases où il y avait toujours des bagarres entre les différents profils d'une entreprise sur qu'est-ce que je peux chercher, qu'est-ce qui est important pour moi.
Et ensuite, la fonctionnalité qui nous a cassé les pieds pendant des années, c'est les pick lists. Cette fois-ci, c'est bon, c'est GA, vous pouvez y aller. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs pick lists. En même temps, vous pouvez les désactiver, les remplacer. Pareil aussi pour les pick lists inactives, parce qu'on a quand même des limitations dans le nombre de pick lists inactives qu'on peut mettre en place. Elles arrivent automatiquement lorsque vous faites des imports et que les pick lists ne sont pas restreintes. Donc ici, vous avez aussi la possibilité de prendre toutes les pick lists qui ne sont pas utilisées et de les supprimer d'un coup. Juste une note, ce n'est pas vraiment relié à cette release, mais c'est une mauvaise expérience que j'ai eue avant-hier. Si jamais vous voulez remplacer les civilités, donc salutation au niveau des personnes de compte, sachez que ça va vu que les personnes de compte, c'est un mix entre un account et un contact, ça va les remplacer sur le côté contact, mais pas sur le côté account. Donc, quand vous faites ça, vous allez devoir refaire une reprise de données. C'est très mal géré. Heureusement qu'on n'a pas cette force ici. Hein, Janie? Je dis ça, je dis rien. Et peut-être que pour certains, ce sera utile, enfin, surtout sur les services clients. Ils ont rajouté un nouveau type de layout maintenant. Donc ici, j'ai une landing page. Sur la droite, j'ai décidé de faire un pin d'une région. Et donc, évidemment, quand je suis en mode console, donc en mode sous-onglet, vous voyez que ici, c'est la page des accounts. Et ensuite, quand je vais ouvrir une opportunité, la région que je vais accrocher sur ma page va toujours rester visible, même quand je passe sur les sous-onglets. Il faut quand même faire attention parce que, par exemple, ici, j'ai pris un layout pour les opportunités qui étaient aussi sur 3 colonnes. Forcément, le fait d'avoir une région qui est accrochée en mode sticky sur la page, ça va réduire aussi l'espace pour les autres pages. Donc, oui, c'est pratique, mais à réfléchir. Alors moi, je vais vous parler de toute la partie mobile et productivité. Donc, je ne sais pas si en tant qu'admin, vous avez déjà vu avant cette version-là, ce qui se passait du côté settings mobile. Mais il y a eu plusieurs couches qui ont été faites, et notamment une nouvelle Lightning Experience qui est arrivée, et après une tablette Experience qui est arrivée. Et la manière de le délivrer était super complexe. Ils ont simplifié ça avec un seul élément maintenant qui peut permettre d'enabler certaines fonctionnalités au niveau mobile. Donc c'est vraiment simplifié. Si vous allez dans le setup, vous allez voir, tout est super bien expliqué, là où ça commençait à devenir le fouillis parce qu'ils avaient rajouté des couches et des couches et des couches et des couches. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à demander, notamment maintenant qu'il y a les rapports, de pouvoir le mettre en mode landscape sur le téléphone. Ce n'était pas du tout disponible jusque-là, mais sur les gros téléphones, maintenant, c'est disponible. Pour l'instant, c'est qu'en bêta. On le sent bien pour que ça soit en GA sur la prochaine version. Il y a donc les rapports, hein, on en parlait, c'est notamment pour ça. Donc, on va retrouver une version des rapports dans mobile qui est vraiment très, très riche et qui est en plus qui répond très, très bien aux besoins du mobile avec des possibilités de mixer des données, de les voir, de scroller de droite à gauche. Donc, même si vous ne voyez pas la totalité des données, maintenant, ça commence à devenir à peu près utilisable, même si on ne peut pas tout faire. Alors, les Zen Unset Contacts, ça c'est vraiment en bêta. C'est le fait de pouvoir accéder directement à vos contacts de votre téléphone et de faire des interactions pour pouvoir importer, pour pouvoir rechercher et aussi pour pouvoir appeler directement depuis Salesforce Mobile. Donc ça, c'est pareil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la bêta. Et enfin, alors pour ceux qui ne connaissent pas Inbox, moi je l'utilise au quotidien, c'est vraiment un outil qui est super, qui est un add-on à la partie sales. Donc ça vous permet notamment d'avoir une appli mobile qui permet aux commerciaux et autres de pouvoir utiliser directement les templates d'email et d'avoir une inbox, donc remplacer votre outil mail par des outils qui sont la même chose que vous retrouvez à l'intérieur de Salesforce, sauf que vous l'avez dans une appli mobile toute seule. Donc vous pouvez avoir des réponses pré-préparées, vous pouvez avoir des quick text et vous pouvez aussi envoyer des rendez-vous. Et sur la prise de rendez-vous, il y a un élément qui existait depuis un moment qui est le preferred time.
Et le Preferred Time, ça vous permettrait de choisir à quel moment vous vouliez que la personne vous prenne un rendez-vous et de définir la time zone dans laquelle la personne allait le voir. C'est-à-dire que moi, si je prends un rendez-vous avec quelqu'un à San Francisco, bah, ça me permet de voir dans sa time zone, de mettre des rendez-vous pour moi, de revoir dans sa time zone, de me rendre compte que j'ai fait une connerie parce que je lui donne une invitation à 6 h du matin, le mec il dira non, donc d'enlever les options à 6 h du matin, et lui il le recevra comme ça, avec ses horaires à lui, donc ça lui permettra de cliquer beaucoup plus vite. Jusque-là, on était obligé de faire des preferred times. Maintenant, ils ont rajouté des choses que tout le monde connaît avec notamment Calendly, qui vous permet à l'utilisateur lui-même d'aller choisir les créneaux que vous voulez avec des restrictions. Donc c'est ce lien-là, Add Scheduling Link, où la personne elle va pouvoir elle-même aller dans votre agenda et prendre directement les éléments qui sont pris. C'est deux manières différentes de faire les choses. Si vous travaillez, si vous envoyez de temps en temps et que vous avez un agenda qui est hyper open, le scheduling c'est très très bien et c'est maintenant disponible sur la 23. Sinon, le Preferred Times, c'est quand même le meilleur moyen d'être organisé, mais c'est quand même pas mal d'avoir les deux en fonction des cas. Et je pense que c'est tout pour moi. Ah non, il y a le Dynamic Activity Composer. Donc, vous aviez déjà un composeur qui prenait email, log call, new task, new event et que vous pouviez personnaliser. Alors, la nouveauté, c'est quoi? C'est pas juste qu'ils ont refondu ça avec des icônes, c'est que maintenant, il y a des drop-downs et que sur les drop-downs, vous pouvez avoir des choses qui sont contextuelles et qui vont être personnalisables. Donc, vous allez par exemple sur l'email, c'est un des exemples, pouvoir dire directement si vous composez un email avec votre email perso, avec votre email Salesforce ou avec l'email de quelqu'un d'autre, si on vous a donné le droit de répondre en tant que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai pour tous les autres éléments, avec des éléments que vous pouvez personnaliser pour pouvoir donner un petit peu plus de productivité plutôt que de faire ça en plusieurs clics. Voilà. Merci. Et du coup, moi, je vais vous parler de la partie sécurité. Donc, je vais commencer par vous partager un article sur le blog des admins. Si vous avez déjà entendu parler de l'annonce de Salesforce, Salesforce a annoncé le fait qu'elle va supprimer les permission sets des profils. Donc, c'est une annonce qui a fait peur à certains, mais on a encore le temps. C'est annoncé pour le Spring 26, donc on a encore un peu de temps, mais évidemment, il ne faut pas attendre la dernière minute pour réagir. Donc, qu'est-ce que ça impacte? Donc, c'est un article très intéressant parce qu'il résume tout ce qui a été annoncé par Salesforce. Évidemment, les profils ne vont pas disparaître. Donc, il reste encore. Qu'est-ce qu'on a encore dans les profils? Donc, en gros, ce qu'il reste dans les profils, c'est tout ce qui est IP, IP range, les record type et les page layout. Et tout bascule dans les permission sets. Donc, en gros, le futur de la partie sécurité, c'est vraiment les permission sets. Donc, il a commencé à penser dès maintenant. Si vous êtes sur un nouveau projet, arrêtez de tout configurer sur les profils. Anticipez et commencez à faire tout sur les permission sets pour ne pas attendre la dernière minute où ça disparaisse. Dans ce blog, il y a quelques questions un peu qui résument notamment comment est-ce qu'il y aura un outil de migration. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est prévu pour 2024. Donc, il n'y aura pas pour le moment un outil de migration. Il y a des questions, notamment, qu'est-ce qu'on fait alors quand on installe un App Exchange? Quand on installe un App Exchange, forcément, on a la possibilité d'assigner par profil. C'est en cours. On n'a pas encore une réponse tout de suite. Donc, il y a plein d'idées comme ça. À retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans les nouvelles configurations, utilisez que les permission sets et commencez à un peu imaginer et migrer vos anciens projets. Du coup, pour mettre en place tout ça, donc Salesforce a commencé à mettre en place quelques features. Là, ils sont où les slides? Pardon, oups. Je ne trouve pas mes slides. Ils sont là. Bon, décidément. Oups. Bon, vous avez vu tout mon écran. Bon, je ne trouve pas mes slides. Hop. Bah si, je clique. Non. Non, mais non. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Désolée. Un peu de temps. Oups. Voilà. C'est bon.
Merci. Du coup, c'est toi qui as la main? OK, donc passe s'il te plaît. Donc, pour préparer un peu la migration, donc une fonctionnalité très importante dans la Spring 23, c'est de pouvoir directement, quand on crée un champ, de paramétrer la sécurité sur le champ directement et pas sur le profil. Et du coup, pour la Spring 23, il faut aller dans User Management Setting et activer cette fonctionnalité. Et du coup, j'ai préparé un petit GIF qui vous permet de montrer ça. Donc voilà, il est assez rapide, mais en gros, quand on crée un champ, on peut cocher ou décocher cette fonctionnalité. Donc si on coche, on voit tous les permissions set et on pourrait directement cocher les champs. Et du coup, on peut voir ce qu'il y a. Et si on décoche, on passe sur la version classique auquel on n'a que les profils. Donc à vous de choisir dès maintenant si vous voulez, quand vous créez un champ, passer la sécurité sur les permissions set ou rester sur la version classique. On ne sait pas si cette fonctionnalité va rester pour le moment entre les deux ou Salesforce va trancher et ne plus avoir la possibilité de créer des champs en passant par les profils. Pour le moment, pour cette release, on a la possibilité d'avoir les deux et je pense que jusqu'à la migration Spring 26, je pense qu'on va garder les deux. Mais voilà, dès maintenant, vous pouvez créer un champ et le mettre directement sur la permission set. Deuxième fonctionnalité, c'est sur la partie sharing. Donc, en tant qu'administrateur, c'est très important de savoir qui voit quoi et à quel niveau. La fonctionnalité, cette fois-ci, c'est quand on active le sharing hiérarchie, c'est-à-dire qu'on pourrait voir ici qui voit un enregistrement. Et en plus, quand on clique, on voit les raisons pourquoi il voit cet enregistrement. Donc, s'il y a des sharing settings qui ont été déjà paramétrés, on peut voir ici pourquoi pourquoi il a accès à cet enregistrement. Et si l'inverse, s'il y a des restrictions, on peut voir qui ne peut pas voir pour telle ou telle restriction. Donc, à partir d'un enregistrement, on peut avoir une idée vraiment globale et pas uniquement, voilà, il ne voit pas son enregistrement, il faut revenir sur les sharing settings, regarder ce qui se passe et pourquoi il y a tel ou tel profil qui ne voit pas. Donc, depuis le record, on peut voir toute la hiérarchie, pourquoi il voit et pourquoi il y a des restrictions. Tu peux cliquer sur le... Et du coup, il y a un petit... Donc là, depuis l'enregistrement, vous allez sur le sharing setting, vous voyez les personnes et ici, vous voyez le reason of access, donc pourquoi ces personnes voient. Et ici, vous avez toutes les informations directement, qui voit quoi. Et voilà, tout ce qu'on a mis en place, les critères, pourquoi ils voient cet enregistrement. Là, dans l'exemple, j'ai mis un exemple très simple par rapport à une valeur, mais on voit que cette personne a accès à cet enregistrement parce qu'il y a bien une sharing setting et je vois même les critères. Donc voilà, c'est bon, tu peux passer. Tu prends la main. Et dans le même cadre aussi, puisqu'on parle des permission sets, il y a une fonctionnalité qui va sortir, bon, qui est en bêta pour le moment. Il faut demander accès pour la bêta, qui va vous permettre en gros de déterminer certaines règles qui font que certains types de users vont se voir attribuer certaines permission sets. C'est un peu un mode de batch de user et de permission set. C'est surtout pour la migration que ça a été fait. Donc, il y a une démo complète dans les slides, vous pourrez les consulter. Et si, donc c'est une bêta, mais il faut faire une demande aussi pour entrer dans ce pilote. Et toujours au niveau de la visibilité, ça a été aussi annoncé pendant Dreamforce. On a de l'implicit sharing au niveau de Salesforce. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est le fait d'avoir un partage implicite de visibilité entre les parents et les enfants. Si j'ai accès à un contact, je vais voir le compte. Et ensuite, de l'autre côté aussi, si j'ai accès au compte, moyennant certaines règles, j'ai aussi accès, par exemple, au contact. Donc, quand on recalcule les hiérarchies, les règles de sharing, forcément, ça prend une plombe. Pour des orgs où il y a des millions et des millions d'enregistrements, on essaye de faire ça le plus tard possible quand ça n'impacte pas les utilisateurs. Donc, pour améliorer ce côté-ci, on va avoir du virtual sharing. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir des espèces de records qui sont virtuels pour mieux gérer le recalcul. C'est surtout question de vitesse.
Pareil, c'est une fonctionnalité pour le moment qui est en bêta. Il faut contacter Salesforce pour demander que ce soit activé. Après, ça a aussi des impacts parce qu'on n'a pas que les utilisateurs côté org. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi les autres utilisateurs côté portail si vous avez du Experience Cloud. Plus que ça, je ne peux pas vous en dire parce que je n'ai pas plus d'infos. Je crois que c'est le moment où je prends le relais pour parler un peu de dev. J'espère que je ne vais pas vous perdre. On va passer un peu de code. Du coup, la première fonctionnalité, ça va être sur LWC. Donc, on a déjà une fonctionnalité qui est sortie, la dernière version, qui s'appelle le Light DOM, qui permet de s'activer très facilement. Vous allez avoir dans votre template HTML directement une ligne à rajouter, LWC, le render mode en light, et dans votre fichier JavaScript, vous devez aussi rajouter cette petite syntaxe, ce qui va vous permettre de... On avait une problématique avant comme Bootstrap ou partager du code. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait avoir un arbre, le DOM HTML. Il faut voir ça comme une cascade de composants qui vont pouvoir être accessibles depuis le composant parent. Le parent peut accéder à l'enfant et ainsi de suite. Alors, attendez, je regarde si je pouvais cacher ça. Hélas, je ne peux pas. C'est pas grave. Donc voilà. Dans la deuxième fonctionnalité qui ont été ajoutées là durant la Spring 23, c'est un peu une nouvelle syntaxe. Avant, vous aviez le fait de conditionner votre affichage. Donc là, on n'est pas dans le flow, on est vraiment dans du code. Vous allez pouvoir conditionner certains blocs. Donc pour imbriquer les blocs, avant, il fallait imbriquer les blocs. Vous allez avoir le if true et if false. Le problème, c'est le use case que j'ai pris à gauche. Ça va être l'IBAN. Quelqu'un qui doit avoir un IBAN en lecture, en écriture, et qui n'a pas accès à l'IBAN. Aujourd'hui, vous devez imbriquer. Donc, si c'est vrai, si c'est faux, et à l'intérieur du faux, vous allez refaire la même syntaxe. Ce que Salesforce a mis en place aujourd'hui, ça va être le fameux LWC if, LWC else if et LWC else. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre autant de else if que vous voulez, donc ce qui est plutôt bien. Et donc, mon use case, c'est plus léger, c'est plus simple à lire. Donc, si vous regardez à gauche, c'est l'ancienne façon, c'est ce que nous avions avant. Et maintenant, à droite, c'est la nouvelle syntaxe qui a été proposée. Dans les nouvelles fonctionnalités, on a aussi maintenant un nouveau moyen de pouvoir accéder à un élément du DOM. Avant, à gauche, encore une fois, vous allez mettre une classe. Une classe, ça va être un élément qui va pouvoir mettre un style sur un élément. Par exemple, vous allez pouvoir changer la couleur du texte ou la couleur du background. Là, aujourd'hui, donc on faisait c'est dommage parce que la syntaxe, bon, elle est écrite en haut, le 10.querySelector, qui justement était l'ancienne façon, et maintenant, Salesforce propose directement 10.ref. Donc ça va être la nouvelle syntaxe. On se rapproche un peu plus des syntaxes qu'on avait avec React ou Vue, justement. Et aussi l'avantage, c'est qu'avec le Light DOM, le problème du query selector, par exemple, on va vous donner un composant. Le query selector, vous allez pouvoir potentiellement récupérer le composant de l'enfant, donc le composant que vous avez utilisé. L'avantage du ref, c'est que même avec le Light DOM, ça va rester dans le composant que vous êtes en train de développer. Donc ça évite d'avoir des incohérences avec d'autres développeurs. Un autre sujet aussi qui est pas mal maintenant, c'est qu'il faut savoir que le code en Apex, souvent, on avait des fois des failles de sécurité parce qu'il s'exécute en tant que système. Donc, c'est-à-dire que vous avez des admins qui vont s'embêter à faire de la configuration pour que tel ou tel champ ne soit pas visible. Un développeur qui a été un peu trop vite est parti mettre la totalité des champs dans une requête SOQL. Et là, à ce moment-là, c'est le drame parce que l'utilisateur final accède à des données qu'il n'est pas censé voir. Aujourd'hui, Salesforce rajoute une nouvelle syntaxe qui est dans le requête SOQL. Vous allez pouvoir mettre with user mode. Et l'avantage, c'est que lorsque le code va s'exécuter, une exception va être levée directement. Et comme ça, ça évite du coup les failles de sécurité. Il y a aussi une autre syntaxe qui normalement permet, celle-ci, la update as user, qui permettrait aussi d'empêcher la mise à jour si l'utilisateur n'a pas les droits. Alors pour être franc, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai vraiment, donc s'il y a un développeur qui arrive à faire fonctionner, je suis vraiment preneur. J'ai testé et à chaque fois j'arrive à faire mon update, je n'ai pas de blocage. Est-ce que ça n'est pas disponible pour le moment? Je ne sais pas. Et le dernier, et non, ce n'est plus moi. C'est une nouveauté qui est sortie justement avec cette release, mais qui est en bêta pour l'instant. Mais c'est accessible sur toutes les orgs. Hein. C'est la possibilité en LWC
rafraîchir sa page. Donc pour les développeurs, en fait, c'est un truc qui a toujours été un petit peu... je ne vais pas dire que ça n'a jamais marché, mais ça a toujours été un peu compliqué. Donc avant, quand on faisait du Aura, on avait un événement qui s'appelait Force Refresh View, qui n'a jamais eu d'équivalent en LWC. Et du coup, il y avait d'autres trucs en LWC, mais qui ne marchaient pas partout. Ça devait utiliser Lightning Data Service, etc. Il y avait des composants standards qui ne se rafraîchissaient pas. Donc, il y avait des petits hacks pour utiliser l'événement de Aura, même en LWC. Salesforce recommandait de ne pas l'utiliser, mais bon, ça marchait quand même. Puis, il n'y avait pas d'autres solutions, de toute façon. Donc là, il y a enfin une solution officielle qui est de lancer un événement qui s'appelle Refresh Event. Donc, on voit ici, là, sur le... je vais montrer que la souris, sinon les autres ne verront pas. Ici, donc il y a deux captures d'écran. Ici à gauche, c'est du code qui va demander un refresh. Et à droite, c'est un composant qui va écouter pour dire « Ah, quelqu'un a demandé le refresh, il faut que je fasse quelque chose. » Donc à gauche, c'est très simple. Hein, j'importe l'événement refresh event. Et puis dans un cas particulier, je ne sais pas, si j'appuie sur un bouton refresh, par exemple, ça va juste faire un dispatch event, refresh event. Et ça va alerter Lightning Experience qui doit rafraîchir les composants qui sont sur sa page. Donc à la fois les standards et les custos, si du coup on a fait le job pour aller écouter cet événement. Et ici, de l'autre côté, on a un composant qui va écouter, donc il récupère les handlers qui vont bien. Et dans le connected callback, on va dire, voilà, quand l'événement de refresh est lancé, tu utilises telle méthode. Et on peut le donner la méthode qu'on veut. Et moi, j'en ai fait une ici. Donc ici, par exemple, dans l'exemple, on appelle de l'Apex pour aller chercher des infos. Si jamais l'événement refresh est lancé et que je l'écoute, je vais lui dire tiens, rafraîchis-moi l'Apex parce que je veux les données qui sont un jour. Donc ça, j'ai testé, ça marche pas trop mal. J'ai encore vu, il y a un composant qui ne se rafraîchit pas, un composant standard, mais grosso modo, sinon ça marche pas trop mal. Et ça évite d'utiliser le hack avec le Force Refresh View qu'on avait avant, en sachant que ça marche de toute façon plus avec Lightning Web Security. L'autre sujet, c'est le Wire Adapter de GraphQL. Donc, c'est un pilote. Je pense que ça mériterait presque une session entière d'une demi-heure. On fera peut-être ça au développeur group s'il y a des intéressés. Le principe, c'est quoi? C'est il y a plein d'API Salesforce qui existent, REST, etc. Et Salesforce a sorti une API qui s'appelle GraphQL. Donc, c'est un format d'API qui a été créé par Facebook. Et comment ça fonctionne? On voit ici à gauche, il y a une requête. C'est un format un peu particulier, hein, donc il faut mettre. Moi, je ne connaissais pas, il faut mettre un petit peu de temps. Il faut creuser un petit peu pour comprendre comment ça marche. Mais grosso modo, on va voir que je vais importer, je vais aller chercher un compte ici. J'ai mis un paramètre, voilà, le nom égale TextState, très bien. Et puis, je vais aller lui chercher je vais aller lui chercher. Qui c'est qui. C'était pour saboter mes slides. Je ne sais pas si tu peux remettre en plus grand. Merci. Du coup, on voit ici que je requête les comptes, je requête des champs. On peut même aller dire, là, on voit sur Created Date, je vais afficher la valeur, mais aussi la display value, parce que comme c'est une date, on peut avoir des formats différents. Et après, je vais aller chercher aussi un sous-objet, donc des contacts, et puis les noms, par exemple. Et on voit le résultat à droite de la requête, où il a récupéré chaque valeur de chaque champ que j'ai demandé. Created Date, il m'affiche bien les deux. Donc, j'ai la valeur technique et j'ai la valeur qui est formatée en fonction de la locale du user. Et puis en dessous, j'ai les contacts qui correspondent. Donc, en fait, avec une seule requête à cette API, je peux aller chercher une grappe d'objets et de champs qui m'intéressent. Alors, pourquoi c'est intéressant? Vous allez me dire, c'est cool, mais en fait, je peux le faire avec une requête. Je ne vois pas l'intérêt du truc. Ce qui est super intéressant dans ça, c'est la partie justement Wire Adapter. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait, depuis votre LWC, donc depuis JavaScript, d'aller chercher des informations, des records de Salesforce, mais sans passer par Apex. Aujourd'hui, vous avez des méthodes qui vous permettent d'aller rechercher un record. Vous lui passez un ID, il va vous chercher les champs. Il le fait automatiquement, c'est géré par Salesforce, il gère la sécurité. C'est qu'en JavaScript, il n'y a pas d'Apex. Par contre, dès que vous avez un use case un peu plus compliqué, genre même un truc con, hein, donne-moi tous les contacts qui correspondent à tel compte, vous ne pouvez pas le faire en JavaScript. Il faut aller vous taper une classe Apex, il faut aller faire la classe de test qui va avec, juste pour faire une requête. Et souvent, s'il y a une requête même basique, ça vous fait
pas mal de travail juste pour faire un peu passe-plat entre les critères envoyés depuis le JavaScript vers l'Apex. Avec ça, comme on peut lui passer la requête GraphQL directement ici, on voit là, c'est une sorte de string. Ça veut dire qu'on peut, depuis le JavaScript, sans Apex, aller faire les requêtes qui nous intéressent. Donc, c'est ultra intéressant pour tout ce qui est genre page de recherche, par exemple. Vous allez mettre une liste de je sais pas, de comptes ou de contacts. Vous allez mettre des filtres en haut, avec des pick lists ou enfin, ce que vous voulez comme filtre. Et au lieu d'aller appeler de l'Apex, écrire du code pour aller faire passe-plat, faire la requête, retourner au front, vous allez juste créer une requête GraphQL comme ça. Vous allez pouvoir lui passer des variables. Donc, on voit qu'il y a ici, par exemple, il y a un rating qui est avec le dollar. Là, un peu, si vous faites du WC, vous connaissez déjà, ça va passer la variable à l'intérieur de la requête. Et donc, si j'avais un rating, par exemple, qui était une pick list, dès que je vais changer la pick list, la requête va se rejouer automatiquement. Et avec ça, je vais pouvoir récupérer n'importe quel objet, champ et relation sans avoir à faire le moindre Apex. Donc, en termes il faut apprendre la syntaxe. Par contre, vu qu'il n'y a plus de classe de test, de classe Apex, vous allez gagner énormément de temps en termes de développement. Surtout que ce n'était pas très intéressant à faire. Mais je pense qu'on refera un développeur groupe juste là-dessus parce que c'est un sujet un peu complexe à présenter en quelques minutes. Et un dernier truc pour moi qui est vraiment très bien, non déplaise avec certains, c'est justement quand vous faites ces appels wire, donc vous allez dire à Salesforce, donne-moi appelle telle classe Apex par exemple. Si la méthode Apex retourne un objet, et vous avez juste une variable, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans en fait. Donc c'était un petit peu pénible, il fallait aller transformer la variable en fonction, mettre un debug dedans, etc. C'était pas très, enfin, c'était un peu pénible. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que si admettons j'ai un composant là qui est à droite, qui va appeler de l'Apex et récupérer des valeurs, au lieu d'aller changer mon code pour aller mettre un debug, etc., je vais juste aller dans le HTML de la page, je vais sélectionner le composant qui va appeler de l'Apex, par exemple, ou un wire. Une fois qu'il est sélectionné dans la console, je vais taper $0 et automatiquement, il va m'afficher toutes les informations de wire qui sont ici. Donc, ça veut dire que même si j'ai qu'une seule variable, je peux aller voir dedans et savoir quelles sont les infos qui sont retournées. Donc, je n'ai plus besoin d'aller changer mon propre code pour débugger. J'ai juste à faire ça et c'est super pratique. Et si votre composant il a 3 wires, bah, vous aurez 3 lignes ici avec tout ce qui est retourné. Donc, en termes de debug, enfin, moi, on a joué un petit peu avec, c'est quand même... Ah oui, il faut que le debug mode soit activé LWC, sinon ça ne marche pas. Et ça, c'est plus moi. Alors, on continue. Donc, vous pouvez marquer par ma photo. Ce n'est pas une erreur. Je vais dire du mal de Salesforce. Il faut que quelqu'un le fasse. Personne ne s'est dévoué. Je me lance. Donc, en fait, je suis tombé sur cette partie, donc le data bind, et je me suis dit, c'est cool, Salesforce nous a sorti une nouvelle méthode. Donc, je me suis dit, ça doit servir à quelque chose. Bilan, ça peut servir, mais objectivement, je pense que très peu de personnes s'en serviront. Donc, l'idée, c'est, si vous avez besoin de passer beaucoup de variables, plutôt que de les lister sous ce format-là, vous pouvez tout assigner sous forme d'une seule liste et les passer d'un seul coup. Donc, vous avez vraiment un exemple de ce que vous pouvez faire là. Mais à part dans ce cas-là, vous n'aurez quasiment jamais besoin de ce format qui est lourd à écrire, en fait. Et ce qui m'a vraiment déplu, c'est ce cas-là qui m'énerve tous les jours. Je l'ai quasiment tout le temps. Il n'est toujours pas résolu par Salesforce. À savoir, si vous récupérez un objet quel qu'il soit, par exemple, ici, vous avez récupéré un account. Si vous êtes en database.query, vous n'avez pas le droit de dire myaccount.name, Salesforce ne comprend pas ce que vous demandez. Salesforce n'est pas capable de fixer ça. Alors que si vous écrivez la même chose en static query, donc juste avec des crochets, Salesforce sait l'analyser correctement. Donc, c'était mon coup de gueule de la release. J'aurais préféré que Salesforce fixe ça plutôt que nous sortir ça. Voilà. Et là encore, il n'y a pas ma photo, mais là, c'est l'inverse. J'aurais préféré mettre une photo du support Salesforce qui m'a, je pense qu'il me déteste. Je l'aurais fait, je ne sais pas combien de cases à cause de ça. Et j'ai été agréablement surpris de me dire qu'ils ont enfin résolu ce qui m'a pourri la vie pendant 3 ans. Avant, quand vous aviez Salesforce, pour faire quand vous clonez, quand vous faites un refresh d'une sandbox, généralement la full,
Salesforce a sorti une super option, ça s'appelle le Sandbox Post-Copy, et vous dites juste quand je fais le refresh de ma Sandbox, j'ai besoin que tu exécutes un certain nombre d'actions. C'est génial. Sauf que quand vous faites ça, Salesforce déclenche votre script avec un user spécifique qui n'a pas les droits d'un autre user. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir le tester, vous faites votre développement sur votre Sandbox, vous poussez votre développement sur la production, vous lancez votre refresh, vous attendez une demi-heure, et là, généralement, ça ne marche pas. Parce que votre user spécifique n'a pas les mêmes droits que vous, et vous êtes incapable de le savoir avant d'avoir lancé votre refresh. Avec cette release, sans prévenir, ils ont sorti, c'était mon cadeau de Noël, un peu en retard, mais je ne leur en veux pas. Maintenant, vous pouvez faire votre développement, vous pouvez demander à faire le test avec le véritable utilisateur que Salesforce va utiliser. Donc, en fait, durant le test, vous savez si ça va marcher ou pas. Et si ça marche pour le test, ça marchera lors du refresh après. Donc, un grand merci au support qui me déteste d'avoir poussé cette demande. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais clairement, c'est vraiment la feature ce que je n'attendais pas, mais que je suis vraiment content d'avoir. Voilà. Merci, Cache-ta-joie. Margot. Oui, bonsoir à tous. Alors, on va passer quelques instants sur le marketing et en particulier Marketing Cloud Account Engagement qu'on connaît. Je passe les slides, Margot ou... Oui, tu peux, ça va être assez rapide, je peux te le dire. Donc, on connaît tous cet outil sous le nom de Pardot autrefois. Donc, dans la nouvelle release, on a une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible en version bêta. C'est le Optimizer. Pour ceux qui utilisent Marketing Cloud, vous êtes assez familier avec ça. Donc, c'est vraiment en fait un dashboard pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de la santé de chacune de vos business units. Du coup, vous allez pouvoir suivre des indicateurs sur vos automatisations, sur vos visiteurs, etc. et pouvoir monitorer ça assez rapidement chaque jour. Ça se trouve dans un sous-onglet des paramètres de compte. Voilà. On peut passer à la slide d'après. Ensuite, un point assez important sur Marketing Cloud Account Engagement, c'est que vous allez devoir mener des actions. Donc, en premier lieu, il va falloir valider la synchronisation du champ opt-out. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir définir qui est maître de la donnée sur ce champ. Est-ce que ça va être Salesforce ou est-ce que ça va être Pardot ? C'est une décision qu'il va falloir prendre avant le 11 juin, excusez-moi, parce que si ce n'est pas le cas, le champ va tout simplement arrêter de se synchroniser. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez devoir authentifier vos domaines d'envoi en DKIM. C'est une sécurité supplémentaire pour être identifié comme étant quelqu'un de confiance dans vos envois pour des Google, pour des Outlook, etc. Pour un marketeur ou pour vous en tant que consultant, c'est assez simple. Il suffit juste de copier le code que va vous donner Pardot et de l'envoyer à l'équipe IT. Donc là-dessus, aucune complexité. Et enfin, si, encore une fois, ce n'est toujours pas le cas, je vous encourage fortement à activer très bientôt le tracking avec des cookies first party, donc les cookies propriétaires, parce que ça va vraiment vous permettre de ne pas perdre le tracking qui est fait sur vos visiteurs et vos prospects. On peut passer à la suite. Alors, j'ai juste une petite question entre-temps. Ouais. Quoi, Pardot changeait de nom, donc tu confirmes que l'ancien nom, c'était Pardot et que le nouveau nom, c'est Marketing Cloud Account Engagement. Donc, tout simplement là-dessus, c'est que Salesforce a voulu en fait vraiment ramener sous la même ombrelle ces deux produits marketing qui étaient autrefois connus comme Marketing Cloud et Pardot. Et maintenant, nous avons Marketing Cloud Engagement et Marketing Cloud Account Engagement, un outil plutôt orienté B2C et un outil plutôt orienté B2B. Et donc oui, ça reste effectivement des licences et un pricing d'édition qui est complètement différent, pour répondre à la dernière question. Du coup, la dernière vraie amélioration qu'il y a sur cette release au niveau donc, de Marketing Cloud Account Engagement pour le B2B, donc, c'est vraiment au niveau de la connexion API.
Là, on commence vraiment à bien s'aligner avec les best practices en termes d'intégration. Moi, la seule petite expérience que j'ai, ça va être vraiment sur des intégrations avec des outils comme Livestorm pour faire des webinars. Et là, pour le coup, c'est vraiment amélioré avec des exports améliorés, des actions groupées et aussi le monitoring en fait, des actions externes que vous allez pouvoir retrouver dans votre onglet en fait, de paramètres que vous avez dans votre application Pardot. Vous allez pouvoir monitorer les calls journaliers et puis les éventuelles erreurs. Et le petit point sur lequel je souhaitais insister, c'est que je pense que c'est une fonctionnalité qui est assez sous-utilisée dans cet outil. Et voilà, on a vraiment la possibilité de directement maintenant se plugger sur des outils tiers, que ce soit pour des webinaires ou autre chose. Et du coup, on a vraiment l'occasion de pouvoir inscrire directement des prospects à des webinaires, de pouvoir traquer leur participation directement sans avoir besoin de faire 1000 automatisations, 1000 exports, imports. Et au-delà de ça, de ce cas concret-là, vous pouvez plugger cet outil avec d'autres bases pour enrichir votre base prospect avec de la data, pour pouvoir la nettoyer, pour pouvoir faire du reporting si vous avez des outils de BI externes. Enfin voilà, c'est quelque chose à explorer si vous avez notamment un dev sous la main. Voilà, c'est tout pour moi. J'ouvre une petite parenthèse pour les gens à Paris parce qu'on a un nouveau groupe Pardot qui s'est lancé, qui est géré par Alex qui est parmi nous. Donc pour les gens qui s'intéressent à Pardot, le prochain événement, c'est le 2, c'est ça? C'est virtuel ou présentiel? C'est virtuel. Donc pour les gens qui s'intéressent à Pardot, il y a Alex qui est là, qui vient de lancer le groupe. Il s'appelle Pardot ou il s'appelle Account Management? C'est quoi? Ok, donc voilà, j'espère que tu seras parmi nous pour les prochains events. Hugo, à toi. Oui. Bonsoir à tous. Est-ce que je partage bien ou pas? Allez. Très bien. J'essaie. C'est bien? C'est bien, sharing. Très bien. Alors, c'est Marjo qui présente, c'est pas moi. C'est bon? Vous regardez le slide? C'est bon. Oui. Très bien. Parfait. Bonsoir. Moi, j'ai trois features pour Sales Cloud à vous présenter. Donc, la première, Hugo, si tu peux passer. J'ai déjà avancé. Attends. C'est bon? Non? Ok. Donc, la première, ça concerne l'import des contacts et des leads qui peuvent désormais être guidés. Le but étant de libérer le temps des admins pour que ce soit les utilisateurs finaux qui le fassent eux-mêmes. Ça requiert quand même une activation par les admins. Et ensuite, l'utilisateur, il a une interface que vous voyez donc sur l'écran, mais nous ici, vous ne le voyez pas, qui a une petite interface qui permet de charger un fichier CSV et en fonction, avec un mapping qui est simplifié, donc en fonction des accès qu'ont les utilisateurs, ils auront plusieurs options pour charger. Donc en fonction du mapping, en fonction des champs auxquels ils ont accès, s'ils peuvent charger des leads, des contacts et ce genre de choses. La permission dont ils ont besoin, ça s'appelle Import Contacts and Leads. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour simplifier le temps des admins et permettre aux utilisateurs d'être autonomes sur le chargement des contacts et des leads. Hugo, si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. C'est bon. OK. La suivante, elle est pour Opportunity Product Split. Donc, c'est un pilote. Donc, contrairement à du bêta, le pilote, il est uniquement en sandbox pour le moment. Donc, on verra ce qu'il en advient par la suite. Mais en attendant, ce que ça permet de faire, c'est de départager les produits d'une opportunité complexe pour pouvoir les assigner à différents utilisateurs, à différents commerciaux, plutôt que de scinder l'opportunité en plusieurs opportunités et que chacun ait son revenu associé. Là, on peut avoir tout dans la même en ayant le départage des produits par commerciaux. La seule chose, c'est qu'il faut utiliser le standard de Salesforce pour pouvoir servir cette fonctionnalité. Et la suivante, s'il te plaît, qui est la dernière, qui est donc qui concerne Pipeline Inspection. Et donc, qui maintenant, avant, on était limité pour le inline edit record. On ne pouvait faire que certains champs et c'était plus complexe. Maintenant, on peut faire beaucoup plus de champs et plusieurs records en même temps, ce qui permet également donc, de gagner du temps, de ne plus avoir besoin de filtrer pour éditer et de pouvoir éditer en masse. C'est tout pour moi pour les slides de Sales Cloud. Et je passe la main à Hugo.
Très bien. Alors, je vais finir la présentation pour parler un petit peu de Salesforce Product Roadmap. Alors, peut-être c'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, mais c'est accessible en ligne. Alors, il y a deux choses. Là, vous avez le lien pour les deux. Un, c'est des petites pièces que vous avez chacun pour voter sur les idées. Alors, vous pouvez avoir un mot sur le roadmap de Salesforce. C'est ouvert jusqu'au 13 février et vous pouvez voter qu'est-ce que vous pensez que c'est les meilleures fonctionnalités à mettre. OK? Ça, c'est en gauche. Et à droite, c'est aussi parce qu'à chaque release, il a cette vote. Et après, les idées qui sont plus votées, l'équipe Salesforce va analyser. Et après, il met quand ils sont disponibles. Alors là, vous allez voir qu'il a pas mal de fonctionnalités et conditions prévues. Alors, ce soir, on a parlé plutôt de cette release-là, mais il y a quand même des choses qui vont arriver, même après. C'est intéressant de voir. Et je vous laisse aussi un truc bonus, entre guillemets, c'est le DevOps Center Roadmap. Alors là, ils ont ça en mode ouvert, c'est en GitHub. Et vous pouvez voir le roadmap de DevOps Center, la nouvelle fonctionnalité et l'état qu'ils sont au niveau développement ou pas. Bon, et ça, c'est petits liens utiles pour vous. Et on finit avec un grand merci à tout le monde. Là, il y a un caout pour quelques groupes. OK, bon, je remercie tout le monde. Là, nous sommes ici au sud, au froid, comme tout le monde. Ça fait froid aussi quand même au sud. Mais ça fait plaisir de vous voir tous, chacun à son endroit. Et bon, on va se retenir. Merci Hugo. Je pense que c'est le moment de se dire au revoir aux autres groupes en ligne. Merci, à la prochaine. Et du coup, nous, on reste à Paris. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Du coup, ça va, on ne vous a pas perdu? Vous êtes toujours là? Juste avant que je prépare le caout et de ne pas faire des bêtises, je donne la main à Victor qui nous a... Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui chez ISDI. Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour la 3e ou 4e fois dans nos locaux. Donc moi, je suis Victor Kessler. Je dirige ISDI en France. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est organisme officiel de formation Salesforce. Donc on est agréé par Salesforce pour former son écosystème. Vous avez tous